c'est Jessica. Tout simplement en 2014, on a commencé à écrire le film après avoir déjà réalisé un premier court-métrage qui s'appelait Tant qu'il nous reste des fusils à pompe avec Jonathan. Et du coup, avec on va dire, le succès de ce court-métrage-là, on s'est dit on va en profiter pour démarrer tout de suite à écrire un premier long parce que c'est vrai que c'est des temps de processus assez longs et du coup voilà, on voulait le mettre en route. Et à ce moment-là, on était encore étudiants, donc c'était pas non plus un travail à temps plein, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas que le long métrage. Et du coup, après, pendant plusieurs 2 ou 3 ans, on écrivait Jessica Forever, en même temps on continuait à faire d'autres courts-métrages, en même temps qu'on faisait nos études. Donc voilà, en fait, il n'y a pas eu de césure entre le moment du court-métrage et du long-métrage. Je veux dire, tout s'est fait un peu en même temps, dans une envie de tester, d'expérimenter avec... je pense qu'il y a des choses assez récurrentes avec Tant qu'il nous reste des fusils à pompe et Jessica, et même avec d'autres films. En fait, je pense que c'est des thèmes qu'on embrassait un peu dans notre travail durant ces dernières années. Et à la base, on voulait parler, je pense, de jeunes garçons qui avaient un passé violent. Et finalement, on en est arrivé à parler de nos monstres, finalement, les monstres du monde, de la société et de nos cauchemars. Et du coup, ça partait vraiment de cette envie-là, de créer un groupe de jeunes laissés pour compte, quelque part, qui avaient tous une peine à porter et quelque chose une peine à porter, une histoire très lourde. Et arrivé plus tard Jessica, etc. Mais ça partait vraiment de l'envie de parler de personnages, on va dire, problématiques. On voulait traiter avec Michael le fait qu'il puisse y avoir une autre possibilité que Jessica, clairement par le personnage de Camille, donc le fait qu'il y ait une ouverture vers le monde et une autre forme d'amour possible, donc ça aurait pu être Michael, mais ça aurait pu être n'importe quel autre finalement. Et je crois que ça partait vraiment de cette idée en fait, de dire aussi que ce groupe n'était pas une secte et que c'était un groupe ouvert, qu'ils étaient là-bas parce que forcément c'était une condition de survie d'être dans sa famille, mais que quelque part Michael, en trouvant Camille, il trouvait une autre façon de survivre au monde. Et alors après le film raconte ce qu'il raconte, mais c'était de trouver, de dire que il n'y avait pas non plus que l'amour de Jessica, ça pouvait aussi venir de l'extérieur. Et Lucas, lui, pour nous, il représentait, on va dire, peut-être le crime le plus horrible, parce que déjà c'est le seul personnage dont on explique le passé, donc c'est le personnage qui a tué sa sœur. Et c'était vraiment de placer à un endroit, on va dire, l'horreur, dans ce cas-là, de plus inexplicable finalement. Donc c'est un personnage qui est victime du meurtre, qui est coupable du meurtre de sa sœur. Et tu peux pas poser les mots là-dessus, tu peux pas l'expliquer en fait. Donc c'est presque d'aller à l'origine du mal. Et du coup de travailler ce groupe dans ses extrêmes, c'est-à-dire avec Michael, qui est un personnage un peu fleur bleue, finalement assez doux, tu sais pas trop ce qu'il a fait. Et d'un autre côté, Lucas, qui est l'opposé, une espèce d'enfant démoniaque qui passe par des phases hyper violentes et des phases hyper rentrées sur lui-même. Et du coup, de jouer avec ces deux personnages-là qui sont finalement copains, mais très différents aussi. Oui, c'était aussi l'idée de dépeindre la violence de manière hyper différente. Et il y en avait un, Lucas, qui a plus le visage, comment dire, un peu banal de la violence, savoir un garçon rasé, musclé, qui est enfermé, qui a une voix hyper grave et qui du coup a quelque part presque l'archétype de ce qu'on imagine quand on est violent. Mais Michael vient aussi renverser ça parce qu'il a un truc très juvénile, enfantin, et du coup je pense que ça aussi donne une autre image de la violence. Mais après, ce qui était compliqué dans le film, c'était on voulait pas qu'il y ait de personnages principaux. On voulait vraiment alterner l'histoire dans le groupe, et du coup c'était que ce soit Michael, que ce soit Lucas, ou que ce soit Raiden, Julien ou même Kevin qui est au début du film, c'était une façon de raconter le groupe en se concentrant sur plusieurs individualités, mais sans jamais en choisir une qui serait le phare de l'histoire. Et du coup c'était vraiment de trouver l'équilibre entre tous ces membres pour que justement ce soit un film qui relaye les émotions entre tous les personnages. Au début, le film devait commencer qu'avec les deux garçons qui arrivaient sur l'île. Ouais. Donc en fait, l'idée, ça a été inversé. C'est-à-dire qu'on a écrit ce personnage pour expliquer le groupe avant. Je crois qu'on avait aussi vu Very Bad Cops. C'est un film comique avec Adam McKay. Enfin, c'est Adam McKay qui l'a réalisé, c'est avec The Rock. Et c'est les deux flics qui jouent dans L'Arme Fatale. Et en gros, au début, tu commences avec eux. Il y a une histoire où en fait, c'est les meilleurs flics de la Terre et tu les suis. Et en fait, à un moment, ils se retrouvent en haut d'un immeuble et ils pourchassent des bandits.
l'immeuble fait je sais pas combien d'étages, 50, un truc comme ça, et tu te dis est-ce qu'ils vont aller les chercher ou pas, ils sautent et ils meurent. Et en fait c'est hyper marrant dans le film. Mais en gros je crois que ça venait de là, ça vient d'un truc aussi de toujours essayer de quelque part malmener, pas le spectateur, mais malmener les films et essayer de se dire on s'attache à quelqu'un. Et après, en fait, on va ailleurs. Et aussi, ça place le spectateur dans le sentiment de deuil, parce qu'en fait, c'est un film aussi qui parle de deuil. Et du coup, le fait de suivre un personnage principal qui va mourir, tout de suite, le spectateur, il est dans le même état qu'en fait, que les copains qui ont perdu quelqu'un. Et du coup, je pense que ça, quelque part, ouais, ça nous place dans un sentiment émotif étrange qui permet de ressentir aussi, et d'être en accord avec les personnages, de ressentir leur tristesse. Mais en fait, Jessica, ce qui est étrange, c'est qu'elle est là tout le temps et à la fois elle est très absente. Parce qu'en fait, Jessica, c'est la condition même de leur existence parce que c'est elle qui les a sauvés. Et elle est là un peu comme une présence mystique qui est leur mère et qui est la condition de ce groupe en fait. Mais c'est sûr qu'elle est à la fois absente et à la fois très présente dans un amour un peu distant. Donc c'est ça qui est particulier parce que le film s'appelle Jessica Forever et du coup on s'imagine qu'elle va être là dans tous les plans. Et en même temps, elle est là quand même, donc je sais pas comment dire. Elle est là à travers eux en fait, elle est dans leur regard, si tu veux, elle est la condition même de leur existence, elle est la fondation du groupe. Et en fait, le film s'appelle pas Jessica, il s'appelle Jessica Forever. Et je crois que ça c'est hyper important. Et Jessica Forever, c'est vraiment, pour nous, c'était leur cri de ralliement en fait, c'est la condition même de leur survie. La question de comment on dort. Quand on nous apprend dans la société, c'est vraiment un truc où il faut dormir chacun chez soi, chacun à son appartement, on rentre. Et là, vu que c'est un film qui traite la question du collectif, le fait qu'ils dorment ensemble, c'est aussi montrer une sieste sans qu'il y ait forcément un caractère sexuel à l'intérieur, que c'est vraiment un truc enfantin, mais ça rejoint avec l'idée des cabanes de quand on est enfant, ou quand on invite même des copains à dormir chez soi, c'est un truc qu'on fait vachement quand on est enfant, qu'on perd quand on est adulte, parce que ça devient chelou, parce que si tu commences à dire à un pote, tu dors chez moi, enfin il y a un truc où... Tout le monde trouve ça un peu bizarre alors qu'en fait c'est hyper beau comme geste et je pense que le fait de le déplacer, qu'ils fassent ça à leur âge, ça aussi retourne à quelque chose du rituel sacré de l'enfance. Et c'est aussi que comme c'est des personnages qui sont voilà, des personnages on va dire fragiles et qui sont justement entre cette violence et cette faiblesse qu'ils ont en eux, etc. Je crois que tous ces rituels du quotidien qui sont finalement des choses qu'on pense hyper banales mais qui sont les choses les plus importantes pour se reconnecter les uns aux autres en fait, d'avoir une espèce de choses comme ça qui arrivent tous les jours, une sieste, un repas, des cadeaux quand quelqu'un arrive, du sport dans le jardin, enfin finalement c'est des choses simples dont ils rêvent ces garçons, c'est juste de vivre normalement et en paix, enfin ils veulent pas la lune en fait, ils veulent juste pouvoir faire des choses toutes bêtes qui sont juste dormir paisiblement et c'est ce qu'ils essayent de faire pendant tout le film en fait. Mais c'est vrai, non, mais ils veulent pas autre chose, et manger, et voilà. Ça c'est très politique parce qu'il y a un côté, on pourrait penser que c'est la vacuité de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment, la société, on pourrait avoir cette lecture, la société ne leur offre rien que le fait de l'ennui en fait. Ouais. Et du coup l'ennui, on peut imaginer, on imagine nous que l'ennui va générer la violence, alors qu'en fait... L'ennui, c'est ce qu'on préconise chez les enfants, ça va procurer plutôt de l'imagination et ça va développer quelque chose de positif. Ouais. Mais là, c'est marrant, vu le contexte du film, le regard qu'on peut avoir sur le film, c'est cette lecture. Mais eux, ils s'ennuient pas du tout. Hein. Mais non. Ouais, justement. Mais c'est juste qu'en fait, je pense que en faisant tous ces gestes, etc., ils se reconnectent avec des choses finalement essentielles. Juste l'essence même de ce qu'est genre la vie, le jour, la nuit, le soleil en fait. Tu vois comment comment se lève le soleil, se couche le soleil, comment grandit un arbre, enfin tu vois, c'est des choses, des rythmes complètement différents. C'est pour ça que finalement le temps est assez dilaté dans le film parce que je crois que ces garçons-là essayent de se caler à ce rythme-là du monde qu'on leur refuse finalement. Une réalité concrète, alors qu'on peut imaginer, là encore... parce qu'ils sont jeunes, parce qu'à un moment ils jouent aux jeux vidéo et parce qu'il y a quelque chose du jeu vidéo dans le film et donc de quelque chose d'irréel. Oui, qui rêveraient d'autre chose de complètement plus fou. Ils rêveraient de quelque chose de plus fou et peut-être qu'ils ont eu ça dans leur vie passée et que là ils ont vraiment besoin de concret. Enfin, c'est une des lectures qu'on peut. Je pense que c'est clairement ça, mais c'est ce que tu vois quand tu vois Lucas qui hurle sur la terrasse et où finalement derrière son geste il va être de s'habiller pour aller au supermarché. Enfin, tu vois, c'est une espèce de contraste comme ça entre des choses. Hyper violente et hyper forte justement presque de jeux vidéo, même qui nous reconnecte aussi à des choses qu'on voit maintenant. Enfin,
Et d'un côté, juste après, tu dois le faire le geste le plus simple qui est de s'habiller dans sa tenue quotidienne, enfin tu vois, un truc ouais, simple. Je pense que nous, on n'avait absolument pas dans l'idée, l'envie de faire un film post-apocalyptique, mais c'était plus l'idée de filmer des environnements qu'on connaît, mais les filmer différemment. Et du coup, pour ça, on est passé par une espèce de enlever les choses. Je sais pas, c'est quoi le mot quand on dit dégraisser un petit peu. Quoi. Ouais, épuration. Voilà, et du coup, je pense que ça passe aussi par ça. Pour filmer des maisons, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut vraiment enlever tous les gens qui passent à côté, il faut enlever les voitures, il faut juste filmer la maison. Et du coup, c'est une façon de retourner à l'essence des choses et du coup de les voir différemment. Donc je pense que c'est ça qui crée cet univers étrange, parce que c'est à la fois un film qui se passe dans le monde réaliste, enfin c'est que les décors qu'on connaît tous, des totems de la société, des supermarchés, des maisons, des rues qu'on voit un peu dans tous les quartiers de France et enfin, plein de pays différents. Et en même temps, ils sont filmés d'une manière où on ne sait pas si c'est vraiment le monde réel, parce qu'il y a un truc qui cloche, parce qu'il manque des choses. Et je crois que c'est ça qui nous intéresse, c'est de déplacer toujours pour montrer différemment. Voilà. Donc, mais c'était vraiment plus une façon de créer un conte en fait, et d'essayer de sortir d'un film qui pourrait se passer par exemple en 2019, le film, presque il y a des gens qui nous ont dit des fois ça pourrait être au Moyen-Âge, enfin en Moyen-Âge dans l'idée en tout cas, parce que c'est des histoires simples, qui reprennent parfois des totems de la société, mais en les déplaçant, donc en donnant un autre sens. Quoi. Parce que le décor a vraiment... c'est vraiment un des personnages du film, parce qu'il y en a beaucoup des personnages, ils sont 11 dans le groupe. Le décor, moi je me suis dit, justement ces décors-là sont tellement communs, et en même temps tellement finalement... vous en sortez une certaine laideur de ces quartiers, tous les mêmes, avec les maisons fabriquées, les pavillons Phoenix, des choses comme ça. Et les centres commerciaux, c'est pas pour rien, vous filmez pas des endroits sympas. Il y a quelques moments, il y a quand même la plage, il y a quand même des parcs et tout, mais justement, quand ces lieux déshumanisés, c'est comme si ça donnait à voir une société. Mais ce qui est marrant, c'est que. Ouais, mais je comprends, mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que nous, on est tellement enfants de ça que pour nous, c'est pas laid. En fait, c'est comme si on avait grandi qu'avec ça et que du coup, maintenant, on avait trouvé ça beau. Donc en fait, il y a un truc où c'est un peu la schizophrénie aussi de notre génération, où en fait moi j'adore les supermarchés, enfin, c'est un truc que je trouve beau et que j'ai envie de réinvestir. En même temps je sais que c'est quelque chose de maléfique, mais en même temps j'ai grandi qu'avec ça. Et je pense que c'est aussi ça dans le film, c'est que toutes ces maisons quelque part elles sont moches, elles sont toutes pareilles et que ça définit un mode de vie qui est quelque part hyper triste et hyper individualiste, mais en même temps c'est ce qu'on a connu. Et du coup je pense qu'en les regardant différemment, on y cherche malgré tout dans cette horreur-là de la beauté. Je crois que c'est à chaque fois ça qu'on... Donc c'est un déplacement et c'est aussi ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui... Vu que le film laisse une grande place au spectateur, il y a des gens qui trouvent ça horrible, il y a des gens qui trouvent ça magnifique. Et en fait c'est ça qui est aussi étrange avec ce genre de film, c'est que le spectateur peut se plonger à l'intérieur et du coup, en fonction de son histoire, il va y voir des choses différentes. Il y a des gens, par exemple, pour les siestes, ils trouvent ça affreux, quoi. Ils disent non mais tous ces garçons qui dorment ensemble et tout, c'est hyper angoissant, à cet âge-là, il faut pas faire ça, c'est horrible. Et il y en a d'autres, ils trouvent ça hyper doux, ils ont envie. Le truc qu'ils ont envie de faire, c'est de dormir avec leurs copains, quoi. En fait, c'est des rapports hyper différents en fonction du passé des gens. Et je crois que c'est ça qui est... Enfin, on se confronte à ça depuis qu'on monte le film, et c'est aussi ça qui fait quelque part sa force, et c'est aussi ce qu'on voulait faire. Mais après, c'est vrai que ça laisse la place, parce que le film, il n'est clairement pas en défense du quartier pavillonnaire et du centre commercial, c'est vraiment... Quand tu parles de totem, c'est clairement ça, parce que moi je suis pas fan des supermarchés, tu vois, mais c'est vrai que je me dis, finalement c'est peut-être l'objet qui parle le plus aux gens, enfin, c'est la forme universelle en fait, c'est l'endroit de réunion, de loisirs, de l'endroit où juste tu achètes des choses pour vivre, enfin, parce que tu imagines vivre justement, enfin, donc en fait c'est finalement ces espaces-là, que ce soit des maisons en béton qui s'alignent, où chacun a l'impression d'avoir sa maison, mais au final toutes les maisons sont les mêmes, et je trouve que c'est ce qui est le plus universel de nos jours en fait. Et après oui, on est les enfants de ça, etc. et on a grandi là-dedans, donc peut-être qu'on a une forme d'attachement finalement à ces choses monstrueuses, mais tout en sachant ce que tu dis, ce qu'il y a de mal. Mais nous on le prend vraiment comme un truc où je pense qu'on a toujours eu envie peut-être que de s'être ennuyé dans ces endroits-là, on a envie aussi d'y projeter nos histoires finalement, et de prendre ces endroits-là comme des toiles blanches, où il y avait aussi des choses à injecter. Parce que c'est vrai que les maisons, souvent on nous dit oui, vous filmez le quartier pavillonnaire, on a l'impression de ne jamais les avoir vues comme ça, filmées comme ça. Parce que je pense aussi qu'ils ont une place très importante. C'est que moi quand je vois même la maison qui est en Corse par exemple, j'ai l'impression de voir le visage d'un monstre.
clairement. Enfin, d'avoir vraiment le visage derrière eux d'un monstre. Et en même temps, eux, c'est l'endroit qu'ils ont choisi, et c'est un espèce d'endroit très glacé, enfin voilà, mais ça répond aussi à leur intériorité, quelque part, quelque chose de grandiose, de grand, d'immense, en même temps de froid, enfin voilà, il y a un truc vraiment, et je crois qu'il y a la projection de leur émotion intérieure dans le décor en permanence, cet isolement dans la forêt, toute la nature qui les entoure, enfin, c'est à la fois t'es isolé, t'es avec les autres, tu sais pas trop, enfin ça dépend aussi des lieux pendant le film, parce que justement le lieu évolue aussi. Mais je crois que c'est un rapport à la vie qui vient de l'enfance, où en fait quand on est enfant, on se fait un peu chier, du coup on se met à parler à son cartable, ou enfin faire des trucs hyper chelous, et je pense que ça vient de là, en fait ça vient vraiment d'un truc de se dire, voilà je suis tout seul dans ma chambre, alors qu'est-ce que je vais inventer dans l'imaginaire pour créer du fantastique en fait et du spectacle. Et je crois que c'est un truc où, dans beaucoup de films, moi, en tout cas quand je vais au cinéma, je m'ennuie souvent dans les films parce que j'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'installe dans le film où je me dis là je me fais chier et je peux pas m'échapper parce que je suis à l'intérieur d'un truc et je crois même pas au film qui va pouvoir créer de la folie. Et je crois que c'est aussi une manière de faire ça, en fait, de se dire, voilà, ben justement là je vais pouvoir faire des choses qui n'existent pas, mais en même temps si j'ai envie de les faire, le cinéma est là pour les faire exister et du coup j'en profite. Donc c'est pour ça que après, je pense qu'on fait des trucs un peu étranges des fois aussi, comme un rêve d'enfant en fait, de se dire, ben voilà, il y a peut-être que il y a des mondes et si tu as envie d'y croire, ben les lettres en bas d'un monde elles peuvent voler, les armes ça peut devenir aussi des objets qui t'aident au lieu que ce soit des objets qui tuent des gens. Enfin c'est vraiment une reconquête de signes en fait par l'imaginaire. Ce que je voulais dire sur les armes, c'est vraiment ce travail aussi. Ouais, voilà, tu viens de le dire, mais non, mais ce travail aussi de déplacer cet objet-là et vraiment de l'emmener ailleurs. Et par exemple, il y avait des trucs qui avaient été coupés au scénario, mais Jessica, il y avait une vraie histoire avec son Uzi. Il avait un prénom, il y avait des légendes sur le Uzi que les garçons se racontaient. Et c'est un truc qui n'est pas resté au montage, mais vraiment de déplacer l'objet. Et au final, c'est vrai que les armes, ils s'en servent pour survivre, encore une fois, et finalement, ils les utilisent qu'une fois pour se protéger. Et elles sont plutôt là comme des choses rassurantes et comme des espèces de compagnons de route que comme des vraies armes. Mais dans tout ce que ça peut avoir d'ambigu dans l'objet, hein, ça reste quand même des objets, des armes, voilà. Mais c'est vraiment de déplacer, on va dire, l'utilité. Et finalement, l'arme, quand tu la vois se lever et tout, elle vient aider Jessica et lui dire, en gros, tes enfants, ils ont besoin de toi, en fait. Et je crois que ça nous amusait aussi, voilà, de déplacer cet objet et vraiment de l'amener ailleurs dans une espèce de truc animé comme ça et d'en faire un personnage complètement abstrait, surréaliste, comme qui veut la peau de Roger Rabbit, quand il y a la chaussure qui parle. Moi, j'adore ce personnage de chaussure et c'était presque ça en fait, moins animé mais de déplacer les choses en fait. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a un côté très rituel, même quand le premier personnage du coup doit choisir son arme parmi un vaste étalage, qui doit sentir un petit peu l'arme qu'il gardera après. Ouais, ça vient aussi un peu des jeux vidéo, tu vois, il y a vraiment ce truc dans les jeux vidéo où tu te crées un personnage, tu te cherches un équipement, enfin dans certains jeux où tu arrives et tu dois choisir ton arme, t'en as plein dans ton sac à dos, donc même pas que des armes à feu, tu vois, tu joues... je sais pas, des trucs comme Zelda, t'as ton sac à dos et t'as 1 milliard d'armes avec 1 milliard de puissance. Enfin, après, chaque époque a son arme, quelque part, en fait. Ça aurait été au Moyen-Âge, ils auraient tous eu des épées, on aurait pu raconter Jessica au Moyen-Âge, clairement, en fait. Ça aurait été juste différent au niveau des drones, peut-être, des armes, je sais rien, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de jeu vidéo, d'un espèce de kit que tu te construis, et là, clairement, les personnages demandent de l'arme. C'est ça qu'ils sont en train de lui dire. Ils sont en train de lui dire, c'est quoi, fais ton kit de survie quelque part. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu amènes dans ton sac à dos? On peut pas dire. Jamais, tu sais jamais lequel arrive ou pas. Donc si tu le dis, c'est comme si tu le jetais. Donc on en a plein, mais on sait pas encore lesquels. Ok. Voilà. Bon, on a c'est la question mystère.